Bonjour à tous. Je vais commencer par présenter un peu le contexte. Ici, vous avez une image de l'ancien, du dernier atlas des mammifères de Suisse qui avait été publié en 1995. Donc cet ouvrage a été assez rapidement épuisé, il a eu un succès non négligeable et il n'a pas été réédité. Et puis, une quinzaine d'années après sa parution, au sein de la Société suisse de biologie de la faune, on s'est rendu compte que les mammifères, la présence des mammifères, leur distribution en Suisse avait évolué passablement, de façon passablement importante. Donc, il y a des nouvelles espèces qui sont arrivées en Suisse. Il y a des espèces qui ont eu leur aire de distribution qui s'est augmentée. Donc, ils ont leur distribution qui s'est. Voilà, ils ont colonisé pardon, des nouvelles régions. Et puis, il y a aussi des nouvelles méthodes d'identification des mammifères qui ont permis de mettre en évidence la présence d'espèces qu'on a de la peine à identifier. Donc, la Société suisse de biologie de la faune a mis sur pied, a décidé de rédiger un nouvel atlas des mammifères mis à jour avec dans l'idée de faire un très gros effort de recensement des mammifères, de tous les groupes, même les plus difficiles comme les chauves-souris ou les petits mammifères comme les musaraignes, et puis de publier un ouvrage actualisé. Et après 6 ans de travail, beaucoup de travail de terrain, on a réussi à recenser 99 espèces. On a cherché la centième, mais on n'a pas réussi à la trouver avant la parution du livre. Sur les 20 ans qui sont pris en compte pour les cartes de répartition, nous avons obtenu un peu plus d'1 million d'observations. Ces observations sont le fruit du travail des experts eux-mêmes avec des échantillonnages qui ont été faits de façon ciblée pour certains groupes, mais il y a aussi eu la participation de bénévoles, donc du grand public, qui a pu, sur différentes plateformes Internet, annoncer leurs observations. Finalement, l'ouvrage a été rédigé par un peu plus de 70 auteurs pour avoir les meilleurs experts des différents groupes qui puissent commenter, présenter la biologie des différentes espèces. On a donc publié l'ouvrage en 3 langues, donc français, italien et en allemand. Et puis, l'idée vraiment de cet ouvrage, c'est d'avoir un état actualisé des connaissances des mammifères, de leur présence, de leur répartition en Suisse et au Liechtenstein, pour servir d'ouvrage de référence, autant pour des efforts de conservation des espèces que pour des efforts de gestion pour les espèces pour lesquelles il y a des fois des conflits potentiels. C'était aussi, l'idée était aussi de sensibiliser le public, donc de mieux faire connaître les mammifères au grand public. Et nous avons mis en place une plateforme qui s'appelle nosvoisinsauvages.ch, sur laquelle le grand public pouvait et peut encore annoncer les observations qu'il réalise. Et puis aussi, sur cette plateforme, le grand public peut s'informer sur la biologie des espèces. Il y a également quelques événements un peu particuliers de recensement pour le public qui sont annoncés sur cette plateforme. Et un troisième rôle important de notre démarche a été de rechercher de jeunes experts des mammifères, donc de promouvoir un peu la recherche de ces jeunes experts grâce à des formations particulières, à des camps d'été qui ont été réalisés en parallèle au projet Atlas, également pour obtenir des informations, des nouvelles observations sur la faune dans certaines régions de Suisse romande et également de Suisse alémanique. Donc nous avons en tout recensé dans ce dernier ouvrage 99 espèces de mammifères. Ici, vous avez une répartition du nombre d'espèces selon les différents ordres de mammifères qu'on trouve en Suisse. Et en comparaison à l'ouvrage de 1995, nous avons identifié 12 espèces supplémentaires
en Suisse. Alors, il s'agit d'une part d'espèces qui sont revenues, qui ont colonisé la Suisse nouvellement, comme le chacal doré par exemple, mais également d'espèces qui ont été mises en évidence grâce à des méthodes nouvelles que Manuel présentera plus tard. Ce qu'on peut dire en général, c'est que les grandes espèces, les mammifères de grande taille, se portent plutôt mieux. Ils ont une aire de répartition qui s'est étendue. Par contre, chez les petites espèces, à l'image des chauves-souris, mais aussi du hérisson, hein, qu'on connaît mieux, on voit qu'il y a plutôt plus de menaces, une répartition plus réduite qu'il y a 25 ans. Donc on a un peu les gagnants de ces derniers 25 ans, c'est les grandes espèces, et les perdants, c'est plus les petites espèces. Le livre, donc, pour chacune de ces 99 espèces, nous avons réalisé des présentations sur 2 ou 4 pages, avec toujours une description de la biologie de l'espèce, description de l'espèce en elle-même, comment la reconnaître, et surtout avec mise en valeur des cartes de répartition et également de figures qu'on voit ici en bas, qui représentent les habitats principalement occupés et également la distribution altitudinale. En plus de ces portraits d'espèces, une quinzaine de chapitres, donc des encadrés, qui précisent certains éléments de la biologie ou de la conservation des différentes espèces, sont également distribués dans ce livre pour présenter des cas particuliers qui touchent les mammifères en Suisse. Tout ce travail a donc été réalisé par une septantaine d'auteurs, beaucoup de partenaires qui ont participé activement à l'organisation du livre, au travail sur le terrain, qu'on tient ici à remercier vraiment vivement, et également toute cette démarche a pu être réalisée grâce à toute une série de sponsors que nous remercions également pour leur soutien, et nous espérons vraiment avec l'ouvrage qui est disponible que leur soutien, voilà, qu'ils sont satisfaits du soutien qu'ils auront pu fournir. Alors merci, un grand merci à eux. Je passe la parole à Manuel Rédy. Voilà, bonjour, bienvenue à cette conférence. Donc, un aspect particulier de cet atlas, c'est donc la nouveauté, c'est le suivi de l'évolution des mammifères au cours de ces dernières décennies. Donc, Claude l'a déjà mentionné, il y a eu des changements, il y a eu des arrivées nouvelles. Vous avez ici le premier chacal doré qui a été signalé en Suisse en 2011. Il y a également des espèces qui existaient très certainement en Suisse, mais qui étaient passées totalement inaperçues. La vedette totale, c'est le plus petit mammifère du monde, la musaraigne étrusque, que le feu professeur Vogel a découvert au Tessin après de très longues années de recherche. Il y a aussi eu des espèces qui ont été découvertes dans le monde et on s'est rendu compte qu'elles y existaient elles aussi en Suisse. C'est le cas du murin d'Alcatoé, cette petite chauve-souris brune qu'on trouve dans le canton de Genève et dans le Jura. Et en fait, c'est toutes ces espèces-là, je rappelle qu'il y en a 99 sauvages en Suisse, elles sont généralement pas faciles à identifier. Je ne parle pas du hérisson ou du cerf, mais vraiment ces petits mammifères-là. Et oui, je voulais mentionner aussi au passage que même en Suisse, on a découvert une autre espèce qui était insoupçonnée jusque-là, surtout grâce à la génétique, en 2018, le murin cryptique, une espèce donc, qui se trouve aussi dans le Jura, en Suisse, au Tessin et probablement dans toute la Suisse. Elle était insoupçonnée jusqu'en 2018. Alors, tous ces changements, ils sont bien, mais on met le doigt sur la problématique de reconnaître toutes ces espèces de mammifères, surtout les petites espèces. Et il faut avoir des connaissances, des spécialistes, qui souvent il faut les avoir en main pour être capable de les reconnaître. Mais là où l'initiative de l'Atlas a été extrêmement profitable en général, c'est qu'elle a financé la recherche basée sur la génétique
et notamment sur l'identification sans les besoins de capture d'animaux, sur l'identification à partir des crottes. Un exemple, c'est cette mignonne chauve-souris avec les grandes oreilles, on appelle ça les oreillards. Eh bien, on s'est rendu compte qu'il y avait 3 espèces d'oreillards en Suisse, et puis elles sont extrêmement difficiles à identifier. Mais grâce à l'ADN, en fait, on a fait des campagnes de prospection où on a été dans les greniers, dans les églises, dans les endroits où vivent les chauves-souris pour récolter du guano. Et à partir de ces petits grains de guano, on les met dans des tubes, on fait toute une analyse, on en extrait l'ADN, et puis ensuite, on compare les séquences ADN par la PCR. Vous connaissez maintenant, je pense que tout le monde sait ce que c'est qu'une PCR, pour rechercher des bouts d'ADN typiques à ces espèces et donc qui permettent de les identifier. Et une des nouveautés de l'Atlas, c'est justement, alors dans le cas des 3 espèces d'oreillards, pour la première fois, on arrive à préciser la répartition d'espèces très difficiles à reconnaître, mais on voit qu'en orange, c'est une des espèces, elle est essentiellement liée au Jura et au plateau suisse. Une autre espèce, l'oreillard alpin ou l'oreillard montagnard en violet, est liée évidemment aux Alpes. Et puis une espèce en bleu, l'oreillard roux, qu'on trouve partout en Suisse, dans tous les milieux. Et ça, c'est un des à côté que cette initiative de l'Atlas a pu amener. Et aussi, en fait, on a des tas d'espèces qui se ressemblent beaucoup, surtout chez les petits mammifères. L'ancien animal de l'année de Pronatura, la musaraigne aquatique, en fait, il y a 2 espèces de musaraignes aquatiques excessivement proches l'une de l'autre. Et là aussi, les prélèvements de poils ont permis d'identifier génétiquement pour être sûr de l'espèce, avec une espèce répandue un peu dans toute la Suisse, alors que l'autre, la musaraigne de Miller, elle est extrêmement localisée et en régression partout, puisqu'ils dépendent de milieux, enfin de cours d'eau pure pour survivre. Alors voilà, c'est des à côté extrêmement intéressants qui sont tous consignés dans ce nouvel atlas. Et là, eh bien, je passe la parole à Simon Capt du Centre de cartographie de la faune pour vous parler plus techniquement de la répartition, comment ont été construites les cartes. Simon, tu as la parole. Oui, ici le Châtel, bonjour. Voilà, je rejoins l'équipe. Effectivement, pour un atlas, ben, une carte, c'est primordial parce qu'elle peut dire beaucoup de choses. Il y a déjà eu quelques précisions par rapport à ces données. Donc, effectivement, il faut, si on présente une carte avec une distribution, donc il faut avoir de l'information, il faut l'archiver, il faut la valider, il faut qu'on ait de l'information plausible par rapport à cette espèce. Et c'est ce qu'on a mis sur la carte. Et ensuite, il y a un choix qui a été fait par rapport à comment présenter ces observations. Donc, à la base, c'est des observations qui sont gérées, archivées dans la base de données qui se situe ici au centre à Neuchâtel. Donc là, on a opté pour une grille qui est de 2 sur 2 km, qui est assez parlant par rapport à la taille de la carte. Parce que la carte, elle doit être le plus grand possible dans le livre pour qu'on puisse au moins en tirer de l'information. Et en plus de ces points, donc, ils représentent tout ce qui a été amené comme information par rapport à cette espèce, ici le campagnol des neiges. Donc, c'est une espèce, comme dit le nom, qui est plutôt alpine. Et en sachant qu'on n'a pas toujours en fait toute l'information, il y a une deuxième couche qui s'est greffée. Donc, c'est la probabilité d'observer l'espèce dans une région. Donc, c'est utile parce qu'à ce moment-là, effectivement, même s'il n'y a pas de points, on sait que d'après l'écologie de l'espèce ou selon où elle a été observée, dans quel contexte, on peut en fait faire un bilan à l'échelle suisse et puis montrer aux personnes qui s'intéresseraient, dire, ben voilà, si vous allez là, vous avez une probabilité de découvrir l'animal, mais bon, on a su avant, en fait, on a appris ça. C'est pas toujours évident, les petites espèces surtout, on n'arrive pas à les trouver facilement. Donc voilà, la carte est importante. Mais il y a aussi d'autres informations, voilà, sur l'image suivante. Donc, on peut en tirer pas mal d'informations, toujours sur la base des observations qui ont été récupérées. Donc, c'est par rapport à pouvoir dire dans quel type de milieu, dans quel habitat l'espèce a été observée. Donc, certaines, bon, très spécialisées, ben, c'est vrai qu'on va les détecter dans leur milieu préféré.
soit aquatiques. Ici, pour le Campagnol des Neiges, qui est une espèce de montagne, donc ça sera plutôt dans les pâturages ou dans ce qu'on appelle des surfaces improductives, bon, rocailleuses. Donc, typiquement, on retrouve un peu l'écologie de l'espèce, même si ce n'est pas une étude écologique, mais les observations, quand elles se font, c'est quand même plus ou moins souvent dans le milieu typique de l'espèce. Une deuxième information qu'on trouve pour la plupart des espèces, quand on a ces données, donc c'est la distribution altitudinale. Donc c'est à quelle altitude, dans quelle classe d'altitude l'espèce a été observée. Ça aussi, en fait, ça nous indique quelque chose sur l'écologie, mais aussi sur la probabilité de l'observer et en fait dans quel type de milieu elle risque de se retrouver selon l'altitude. Et bon, on en a déjà parlé un peu, donc on compte sur l'information à la base. Donc cette information, on a entendu aussi, donc c'est beaucoup sur le bénévolat, donc beaucoup de personnes, observateurs qui ont transmis des informations par des plateformes qui existent, Ornitho, Webfauna ou nos voisins sauvages. Donc c'est une part, en fait, des personnes amateurs, si on veut, qui fournissent des informations, c'est une bonne part d'informations. Ensuite, on peut encore compter sur des inventaires, sur des monitorings, sur des suivis qui se font sur certaines espèces, protégées ou autres. Et là aussi, on peut récupérer l'information. Et en plus, avec ces campagnes, donc il y a aussi d'autres espèces, d'autres informations qui rentrent et qu'on met en base de données, qu'on valide, en fait, pour voir si elles sont plausibles. Donc, on est arrivé avec ça à une base de données qui dépassait le million de données. Donc, pour l'ensemble des espèces, on a plus d'1 million de données. C'est ce qui était une très bonne base, effectivement, pour la plupart des espèces. Mais même si on a beaucoup de données, on verra peut-être sur l'image suivante, c'est qu'effectivement, c'est assez hétérogène par rapport à, en fait, comment elle se distribue, le nombre de données par espèce, si on veut. Si on prend ici, ça nous montre les différents ordres au niveau systématique. Alors, les grandes espèces, on a entendu avant aussi, c'est assez facile en principe à découvrir, à détecter. Donc, pour les 8 espèces d'ongulés, les artiodactyles, donc on a en fait le plus gros, plus de 40% des données, c'est les espèces-là, en fait, les artiodactyles qui les comptent. On sait que si on prend les petits individus, petites espèces, donc les rongeurs, ça représente 27 espèces, mais on n'a que le 13% des données qui représentent ce groupe. Donc, ça indique aussi la difficulté d'obtenir l'information, soit parce que l'espèce, elle est difficile à détecter, soit difficile à déterminer. Ça aussi, on a entendu, parce qu'il faut des méthodes pour la déterminer, pour que l'information soit valide. Donc, dans ce contexte-là, c'est vrai qu'on a aussi pu développer une de méthodes qui permet de faciliter aussi la détermination. Donc, voilà une des informations. Donc, c'est assez hétérogène, mais on a quand même de l'information pour quasi chaque espèce. Mais on voit aussi, on a parlé de bénévolat, les bénévoles, ils ne sont pas distribués régulièrement sur l'ensemble de la Suisse, donc c'est vrai qu'il y a des régions où il y a des travaux plus intensifs qui ont été faits, ou des gens qui s'intéressent de plus près à ce groupe d'espèces. Donc, il y a un certain biais, si on veut, si on regarde la couverture pour la Suisse. Plus c'est foncé, plus on a eu des observations. Ça peut être lié à des personnes vraiment qui font beaucoup de terrain ou à des programmes de suivi qui ont été mis en place. Donc, ça veut dire qu'on a une base un peu hétérogène, mais n'empêche, ça nous permet quand même d'arriver à des cartes qui sont assez représentatives par rapport à chaque espèce. Donc, ça, c'était par rapport au nombre d'observations. Si on regarde à l'échelle suisse, sur la carte suivante, sur le diagramme suivant, donc, ce qui est aussi intéressant, c'est d'avoir un regard global sur ces espèces, sur les mammifères, c'est de voir comment, par exemple, au niveau des espèces, combien d'espèces on trouve à quelle altitude. Donc, les classes d'altitude, voilà, ça nous dit que, en principe, c'est en basse altitude, moyenne altitude qu'on a le plus d'espèces. On a parlé de ces 99 espèces. Donc, on a des maximums à plus de 90 espèces dans les régions de 400-600 mètres d'altitude. Plus on monte, ça paraît logique, mais plus on monte, mais c'était quand même intéressant de voir que, par exemple, jusqu'à 1500 mètres d'altitude, on a plus ou moins presque le même éventail d'espèces, et puis qu'à partir de 1500 mètres, c'est vrai que le nombre d'espèces diminue, vu qu'en fait, les milieux, en fait, certains milieux n'existent plus,
où en fait tout ce qui est par rapport au climat, ben, c'est aussi plus difficulté pour certaines espèces de pouvoir mettre pied et de pouvoir se maintenir. Autre aussi chose intéressante, on a des données d'espèces jusqu'à 4000 mètres, donc on a des records d'altitude qui arrivent quasi à la pointe du four de Suisse, mais juste pour dire que parfois des individus, ben, souvent c'est pas des espèces qui sont tout au long d'année, mais voilà, donc on les retrouve jusqu'à 4000 mètres d'altitude, ce qui est aussi une chose intéressante à apprendre dans l'Atlas. Voilà, donc on a fait le tour, je pense, de ce côté-là.